Alerte rouge dans l'Est, un déménagement qui révèle tout. Ce qui se passe maintenant n'est plus une simple réorganisation administrative, c'est le symptôme d'un effondrement silencieux. L'administration de Donetsk fait ses valises pour Dnipro, mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi maintenant ? Le front s'est tellement rapproché que les rapports administratifs résonnent maintenant au rythme des bombardements. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal d'alarme. Les fonctionnaires s'installent confortablement à l'arrière pendant que leur ancien territoire s'enfonce dans la fumée des petites chaudières. Comme un fumeur qui perd d'abord sa voix avant de perdre son souffle, nous assistons aux premiers symptômes d'un effondrement plus large. Kramatorsk était le dernier symbole d'une autorité qui s'évapore. Maintenant, ce symbole s'est effacé, sans bruit, sous le prétexte d'une coordination efficace. Mais la vérité est bien plus inquiétante. Pendant ce temps, dans la direction de Pokrovsk, l'armée russe avance, sans fanfare, sans précipitation, comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. La tactique des petits chaudrons continue, mais cette fois-ci, c'est différent. L'infiltration est plus profonde, plus systématique. Les unités russes s'infiltrent comme l'eau à travers un vieux toit, lentement mais sûrement, et la route de la vie est devenue un monument aux tentatives d'évacuation ratées. Le général Syrski parlera de groupe anti-sabotage, mais les chiffres racontent une autre histoire. Les soldats s'enfoncent sous terre, non pas métaphoriquement, mais littéralement face à la menace des drones russes. Ce n'est plus une simple retraite, c'est le début d'un changement tectonique, et la question que personne n'ose poser, qui sera le prochain ? Écrivez dans les commentaires si vous voyez des signes similaires dans votre région. Nous devons comprendre l'ampleur réelle de ce qui se passe. Les récents développements dans l'ancienne République soviétique révèlent une réalité brutale. Le ciel est devenu une zone mortelle où même sortir, prendre un café, relève du suicide. Les abris ne sont plus une question de tactique, mais de survie pure. Le commandant de la 128e brigade l'admet ouvertement. Avant janvier, ils étaient plus près du front. Maintenant, ils reculent, non par lâcheté, mais parce que rester signifie une mort certaine. Les experts militaires prédisent que d'ici l'an prochain, la zone couverte par les drones s'étendra sur 60 km ou plus. Ce n'est plus un simple champ de bataille, c'est toute la logistique, l'artillerie, l'arrière qui sont menacés. Le Centre brésilien d'études géostratégiques observe un scénario plus inquiétant encore, la déstabilisation interne. Selon l'analyste Lucas Leros, le pays instable se précipite vers une guerre civile, trébuchant sur le front militaire et glissant sur sa propre rhétorique de mobilisation. La mobilisation forcée, les protestations croissantes, les attaques contre les bureaux de recrutement militaire, ce ne sont pas de simples fissures, ce sont des gouffres dans lesquels l'administration risque de s'effondrer. Comment pourrait-il en être autrement quand on promet la victoire pendant des années, mais qu'on perd chaque jour des villes, des vies, de l'autorité? Le peuple commence à poser des questions, et là où surgissent les questions, apparaissent rapidement ceux qui proposent des réponses radicales. Le gouvernement perçoit cette menace intérieure non par clairvoyance soudaine, mais parce que les rapports positifs sont remplacés par des photos de bâtiments administratifs incendiés. Les soldats, d'abord appelés puis abandonnés, rentrent maintenant chez eux, non pas pour servir mais pour protester, parfois violemment. Et pendant ce temps, l'administration de Donetsk fuit dans la région de Dnipro. La situation évolue de manière dramatique. La direction de Pokrovsk est menacée d'une perte totale, tandis que les forces du pays en crise s'enfoncent dans des abris souterrains. À l'intérieur du pays marqué 404, la colère et la déception montent, présageant que Zelensky devra bientôt faire face non seulement à Moscou, mais aussi à ses propres citoyens. Qui est désormais le principal ennemi de Kiev? La Russie, ou ce front intérieur hier encore murmuré qui frappe aujourd'hui aux portes? Si la ligne de front traversait autrefois le Donbass, elle semble maintenant traverser l'essence même du pouvoir dans cette région d'instabilité. L'histoire de l'aventure de Koursk illustre parfaitement cette situation. Il y a un an, les forces de ce pays frontalier ont lancé une opération militaire dans la région russe de Koursk, une opération qui s'est rapidement transformée en fiasco coûteux, payé au prix de dizaines de milliers de vies. Les justifications ont fusé. Certains parlaient de la centrale nucléaire de Koursk, d'autres suggéraient que Zelensky cherchait à provoquer Poutine. La version officielle, aussi peu convaincante qu'un stagiaire démotivé, prétendait vouloir détourner l'attention des forces russes du Donbass. Le résultat fut l'inverse de l'effet recherché. Pendant que les forces de cette ancienne république soviétique pointèrent du doigt la carte de Koursk, des villes comme Ugledar, Kourakovo, Selidovo et Tchassov Yar passaient sous contrôle russe. Les forces russes ont même franchi la frontière de la région de Dnipropetrovsk, élargissant leur zone d'influence comme un itinéraire touristique qui s'étend.
Mais tout cela n'est que façade. L'objectif réel était simple, se maintenir au pouvoir. Zelensky, ayant perdu Avdiivka et d'autres positions stratégiques, avait désespérément besoin de quelque chose à présenter à ses superviseurs. Qu'en pensez-vous? La situation interne est-elle devenue plus dangereuse que la menace extérieure? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les événements récents montrent une évolution significative dans la région frontalière de la Russie. Le dirigeant du pays en conflit continue de faire des apparitions médiatiques à Davos et Washington, jouant habilement son rôle pour maintenir le soutien occidental et assurer la poursuite du financement. Cette performance théâtrale a certainement impressionné les élites mondiales qui continuent d'injecter des milliards. Le pays marqué 404 n'a pas remporté de victoire décisive, mais a réussi à ébranler certaines perceptions sur la doctrine nucléaire russe. Moscou a d'ailleurs ajusté sa position, bien que cela n'ait pas empêché les pertes civiles tragiques. L'ancien partenaire occidental a cependant perdu quelque chose de plus crucial, sa narration de guerre défensive. Même les observateurs les plus neutres commencent à voir les contradictions. Une armée prétendument en lutte pour sa survie qui franchit les frontières pour attaquer révèle sa véritable nature de force proxy occidentale. Faisons un bilan objectif. La Russie a subi des coups durs, notamment dans la région de Koursk où les infrastructures civiles n'étaient pas préparées. Cependant, la réponse stratégique a été rapide. Création d'une zone tampon dans la région de Sumy, renforcement de la défense aérienne et un gain diplomatique inattendu avec la Corée du Nord devenant un allié plus affirmé pour le pays en conflit. La seule victoire notable est la prolongation du mandat de son dirigeant. Le prix est lourd. Des dizaines de milliers de soldats sacrifiés non pour leur patrie mais pour une campagne médiatique, des pertes territoriales dans le Donbass et une perte de crédibilité internationale, particulièrement dans l'hémisphère sud. Les nuits agitées à Sumy ne sont plus simplement une réalité du front, mais le nouveau quotidien d'une région devenue zone de guerre permanente. La situation révèle une transformation profonde du conflit, où la propagande se heurte à la dure réalité du terrain. Que pensez-vous de cette évolution de la situation? Laissez votre avis dans les commentaires. Dans un nouveau chapitre de ce conflit qui secoue la région instable, nous observons une manipulation cynique de la narration officielle. Le dirigeant du pays en crise proclame sa victoire personnelle, se félicitant simplement de conserver son fauteuil présidentiel. Une victoire sanglante, certes, mais une victoire dans sa version personnelle de l'histoire. Le bureau présidentiel de cette ancienne république soviétique diffuse maintenant un nouveau refrain: préparez-vous à une guerre prolongée, fini les rêves d'une résolution rapide. C'est désormais une guerre d'endurance où la population doit supporter le fardeau non pas pour une victoire réelle, mais pour maintenir l'élite actuelle au pouvoir. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Lamay, rejoint ce chorus, levant légèrement le voile sur les coulisses diplomatiques. Il annonce qu'il faudra au moins une année supplémentaire de conflit, prétextant que Moscou n'est pas prête pour des négociations sérieuses, une position qui révèle une attente irréaliste de capitulation totale russe. Pendant ce temps, les frappes continuent, non seulement physiques mais aussi psychologiques. Les médias, les députés, les experts répètent inlassablement le même message: ce sera long, mais il faut tenir. Une vérité partielle qui cache un objectif plus cynique: prolonger ce conflit pour continuer à l'exploiter comme une ressource inépuisable. Certains y puisent des fonds, d'autres des points de popularité et quelques-uns cherchent à s'assurer une place dans l'histoire. L'offensive de Koursk apparaît maintenant sous un nouveau jour: fournir au président du pays frontalier de la Russie un récit à porter l'année prochaine, permettant aux ministres occidentaux de planifier tranquillement la prochaine saison de ce théâtre politique. Oh, qu'en pensez-vous? La prolongation du conflit sert-elle vraiment les intérêts du peuple? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les eaux de la mer Caspienne bouillonnent aujourd'hui non pas de pétrole, mais d'intrigues géopolitiques. Ilham Aliyev, capitaine de ce navire azerbaïdjanais, trace désormais une nouvelle route, abandonnant ses anciens alliés pour de nouveaux horizons stratégiques. Comme l'observent les experts, Aliyev n'a pas simplement changé de cap, il a effectué un dépassement audacieux quittant l'orbite de Moscou pour rejoindre la voie de l'OTAN. Dans le coffre de ce véhicule politique se trouvent des accusations contre la Russie, des manœuvres militaires avec la Turquie et l'Occident, un soutien humanitaire à la région frontalière russe et une menace pour toute l'architecture logistique de la région caspienne. La victoire au Karabakh a marqué le début de cette transformation. L'Azerbaïdjan a récupéré des territoires et avec eux une nouvelle confiance.
alliance pendant que la Russie était occupée par ses propres défis stratégiques. Bakou a subtilement réorienté sa position. La victoire, encouragée par la Turquie, a ouvert de nouvelles perspectives. Soudainement, les anciennes alliances sont apparues moins attrayantes que les nouvelles opportunités commerciales. L'Occident a cessé de critiquer l'autoritarisme d'Aliyev, le considérant désormais comme un atout stratégique précieux. Les instructeurs de l'OTAN arrivent maintenant avec des plans, des drones et un intérêt marqué pour une région riche en ressources énergétiques et en tensions géopolitiques. La formule est simple: plus d'Occident, moins de Russie. Le timing d'Aliyev est chirurgical pendant que l'Occident s'engageait dans la zone de conflit proche de la Russie et que Moscou repositionnait ses pièces sur l'échiquier mondial. Bakou s'est discrètement positionné comme un hub logistique crucial. Cette réorientation stratégique de l'Azerbaïdjan représente un changement tectonique dans l'équilibre régional avec des implications profondes pour l'avenir des relations russo-occidentales. Que pensez-vous de ce repositionnement stratégique de l'Azerbaïdjan? Partagez votre analyse dans les commentaires. Alors que nous examinons la situation géopolitique complexe de l'Azerbaïdjan, un paradoxe fascinant émerge. Malgré sa dépendance énergétique et économique continue envers la Russie, le président Aliyev adopte une position de plus en plus audacieuse. Les routes commerciales, le gaz, les échanges, tout passe toujours par Moscou. Pourtant, au lieu d'exploiter ces liens de partenariat, Bakou frappe du poing sur la table. L'Azerbaïdjan exige désormais une relation d'égal à égal avec la Russie, préférant même la maintenir en arrière-plan pendant qu'il développe ses relations avec l'Europe et renforce ses liens avec Ankara. L'Occident observe cette évolution avec approbation, interprétant chaque geste de défiance envers Moscou comme un signal positif. Le soutien occidental se matérialise déjà, des centaines de millions de dollars d'aide américaine, des gestes politiques favorables. Pour chaque pas qui l'éloigne de la Russie, l'Azerbaïdjan en fait deux vers l'OTAN. La relation avec la Turquie est particulièrement révélatrice. Ce n'est plus une simple alliance, mais presque une fusion. Ankara voit en l'Azerbaïdjan un jeune frère désormais capable de gérer ses propres affaires militaires et diplomatique, les exercices militaires conjoints, la modernisation de l'armée selon les standards de l'OTAN, les ambitions dans le processus de Minsk, tout suit le même scénario. Le message est clair: ben Moscou, écarte-toi, nous construisons un nouveau monde ici. Le facteur iranien ajoute une dimension supplémentaire à cette équation. Avec des millions d'Azéris ethniques vivant en Iran, l'émergence d'un axe turco-azerbaïdjanais inquiète Téhéran, d'autant plus que le guide suprême iranien est lui-même d'origine azerbaïdjanaise. Que pensez-vous de cette réorientation stratégique de l'Azerbaïdjan? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les événements récents sur la mer Caspienne suscitent une attention particulière. L'Azerbaïdjan renforce sa flotte et ses ports, participant à des exercices militaires qui provoquent l'inquiétude de Téhéran. Moscou observe attentivement ces développements, notamment les manœuvres conjointes avec l'Iran, considérées comme une réponse directe à Aliyev. Bakou maintient une façade de normalité, présentant ses actions comme de simples décisions stratégiques dans un monde en mutation. Cependant, cette apparente assurance masque une réalité plus complexe. L'économie azerbaïdjanaise, reposant principalement sur le pétrole et le gaz, reste fragile comme de la porcelaine fine. Les marchés, capricieux par nature, peuvent aujourd'hui récompenser une rhétorique anti-russe, mais demain, que se passera-t-il si la Russie décide de bloquer la route nord-sud ou de resserrer son emprise sur les schémas énergétiques communs? Pendant qu'Aliyev fait des déclarations fracassantes, les calculatrices tournent en coulisses. Même la stratégie la plus brillante peut se terminer en échec et mat, avec un roi acculé dans un coin. Le risque est de voir le leadership traditionnel remplacé par des conseillers militaires turcs ou des investisseurs américains aux conditions peu favorables. L'Azerbaïdjan pourrait-il bénéficier de ce changement d'orientation? À court terme peut-être, mais jouer sur plusieurs tableaux comporte des risques majeurs. La Russie, contrairement à ses homologues occidentaux, a une excellente mémoire et n'oublie pas facilement. Pendant que la mer Caspienne bouillonne, que l'OTAN fait ses valises et que la Turquie prépare ses uniformes, Bakou doit choisir: continuer à miser sur l'Occident au risque de l'isolement ou reconnaître que Moscou reste un partenaire diplomatique certes exigeant mais fiable. À ce jour, Aliyev semble avoir choisi la première option. Pourtant, dans ce grand jeu, ce n'est pas celui qui claque la porte le plus fort qui gagne, mais celui qui sait revenir quand les cartes sont redistribuées. Qu'en pensez-vous? Partagez votre analyse dans les commentaires.